Bonjour, Ismaël Zebra. Bonjour. Pas écrire, sur pas écrire. De quoi Tu ne veux pas écrire. Franchement, mon téléphone, quoi. Mine. Ouais, je l'ai pété hier, regarde ça. C'est bien, c'est fasciné. Voilà, comme ça. Oui, sans problème. Ils sont dans la région. Moi, je connaissais pas personnellement. Jamais non plus, des fois. Peut-être un verre d'eau ou il reste peut-être un peu de café. Je veux bien un verre d'eau, ouais, pour si on parle. Un verre d'eau, bien sûr. Vous avez c'est la réunion précédente. Et vous êtes tous du cabinet de Madame Tellier, vous êtes d'Etopia ou tous du cabinet de Moi, je m'occupe justement Ok. du dossier sur le cortisol. Excellent. Christophe les lignes de la communication. Ok. Et il y a Madame celle de Slack avec qui on était en contact, je sais pas si elle est là ou elle est restée à la C'est moi pour l'équipe communication. Et Toscanucci, c'est pour Madame Toscanucci. Non, je suis dans le fêteuse, mais Ok, d'accord. on a la même équipe. Il vient de mettre des visages derrière l'écran. Voilà, vous êtes servi. Apparemment, ça va arriver. Ça va. Je vais là Merci. C'est votre frère? Non. Vous voulez rien? Non, je suis à la transport. C'est le vidéaste. Bon, Non, c'est très bien. Juste attends. T'as dit? Ah, yes. Ah oui, juste, je savais. Quelqu'un d'entre vous prendra des notes, ou on prend des notes, on vous renvoie un compte rendu après pour que votre lecture, ou on fait chacun notre compte on va rendu? On attend peut-être la date. Oui. On pose le cadre. Tu sais, donc, la jeune fille qui est là, c'est l'étudiante, qui sera observatrice, qui vient de l'université Saint-Louis, qui fait une thèse sur les luttes de territoire, mais elle est encore en train de définir les projets. Donc, Oui. on va penser sur le peut-être tous Oui, on va faire un tour. Moi, je suis Arthur André, de chez Justice et Paix. Donc, je suis le représentant de l'ASBL aujourd'hui, même si vous êtes un peu de volontaire maintenant. Et t'as quelque chose peut-être pas comment on... Oui, alors, moi de formation, je suis ingénieur géologue des mines et je suis chargé de plaidoyer de transition écologique chez Justice et Paix. Et c'est pour ça que j'ai notamment un peu accompagné le groupe au niveau de leurs questions et au niveau de leur démarche citoyenne. Et après, vous allez introduire le travail que vous avez fait aujourd'hui. Oui. Moi, je suis assistante doctorante et je prépare un projet de thèse sur la relance minière. Sur la Relance minière. Un spécifique. votre nom de famille. Je suis ingénieur géologue, dans le groupe de travail de démocratie. Mais je fais du travail aussi, je sais.
Vous avez eu les mémoires, sur les réunions des identités. Ah oui, c'est ça. On doit donner l'identité des personnes présentes. Je vous en prie. Olivier Lenert, du coup, je suis un peu porte-parole des mineurs. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce collectif. Oui, on avait vu passer déjà certaines de vos publications. À l'ancienne de Greenpeace, c'est possible. Exactement. Oui. Et le chef de cabinet. Juliette Boulet a travaillé. On connaît, je pense, oui, tout à fait. Elle était porte-parole de Greenpeace. Exactement, quand j'y étais. Voilà. Tout à fait. Le monde est petit. Oui, monsieur. Je m'appelle. Je suis ingénieur géologue de formation et ancien employé en bureau d'études environnementales. C'est cette qualité que j'exprime aujourd'hui. D'accord. Et maintenant ici à titre bénévole plutôt Maintenant ils m'ont appelé parce que mon avis les intéressait. J'ai arrêté justement de pratiquer. Et vous étiez où avant Si c'est pas indiscret, vous étiez je préfère taire le nom du bureau d'études. Ah, c'était dans un bureau d'études, je pensais que c'était une association, pardon. D'accord. Monsieur. Et moi, Vous filmez déjà là en fait? Ah oui, je filme Ah déjà, d'accord, pardon. ok. Ouais, je dois te dire, pardon. Je travaille je suis coordinateur du CEPAC d'Herbier-Toi, qui est l'institut d'éducation permanente de la GTB ici à Herbier. Ah oui. Mais voilà, je rends service techniquement. D'accord. Et ça me donne l'occasion de vraiment vous remercier d'avoir accepté de filmer. Et donc clairement, nous, on va rien diffuser sans vous avoir au préalable fourni l'enregistrement. On fera sûrement un montage, on va peut-être pas diffuser en brut comme ça, mais on verra, quoique peut-être. Ce sera plus naturel encore. C'est notre recherche, c'était vraiment pour permettre de créer un outil d'éducation permanente qui permettrait à tout citoyen intéressé par ces enjeux-là de suivre en fait le continuum du sujet, quoi. Donc, merci beaucoup d'avoir permis ça, parce que c'est vraiment assez inattendu. Et vraiment chouette. Merci pour ça. Pas de souci. On termine peut-être le tour de présentation, comme ça. Ah oui, donc ils avaient fait ceux de l'équipe communication. Donc, Sébastien Kiss, je suis conseiller politique au niveau du cabinet sur les matières qui concernent le sol et le sous-sol. Et donc, on travaille à deux sur la matière, avec ma collègue Pauline qui est le côté plutôt juridique, et moi je travaille plutôt sur le côté technique. Voilà, donc on se permettra d'essayer de répondre à vos questions, en tout cas à deux. Ce sera peut-être surtout toi pour les aspects techniques, mais je pense que c'était bien aussi, puisque vous avez sans doute des questions, et puis il y a des expertises très, très pointues ici autour de la table, donc c'est très bien. Voilà, mais donc merci pour votre présence. C'est vrai que c'est un format un peu assez inhabituel, hein, soyons clairs. Généralement, on a des réunions qui restent des réunions. Je ne vais pas dire confidentielles, parce qu'il n'y a pas nécessairement de secret, mais simplement qui ne sont pas filmés. Donc ici, on a autorisé ça parce qu'on considère que, comme vous, c'est un débat qui doit être un débat public, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc le cadre a été, je pense, bien posé par rapport à l'utilisation des images, simplement parce que, voilà, c'est bien que parfois des montages peuvent donner des impressions qui ne sont pas nécessairement la réalité, donc je trouve que c'est légitime aussi de poser ce cadre-là. Ce que je vous propose peut-être pour qu'on se comprenne bien au niveau du timing, moi je dois vous quitter vers 2h30, 35 grand maximum, parce que je dois être à Namur à 16h. Donc comme ça c'est clair entre nous. C'est peut-être d'abord de vous céder la parole pour que vous puissiez un peu nous exprimer vos points d'attention, qu'on voit aussi un peu déjà votre niveau de compréhension et de connaissance du dossier, comme ça on ne redit pas des choses que vous connaîtriez déjà, et puis qu'on puisse peut-être vous expliquer à la fois les objectifs du projet de code du sous-sol, puisque je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse ici, sauf si vous voulez avoir un échange beaucoup plus général sur la transition écologique en matière de ressources minières ou autres, ça vous me dites et on voit un peu le cadre, mais voilà, nous on est plutôt sur l'outil code du sous-sol, vous expliquer un peu à la fois la situation existante et puis ce qui est envisagé dans le code, qui aujourd'hui, comme ça vous voyez un peu où on est passé donc en 2 lectures déjà au niveau du gouvernement wallon. Il y en a une 3e qui est prévue après l'avis du Conseil d'État que qu'on vient de recevoir, donc on est en train d'analyser. Et puis il y aura de toute façon un débat au niveau du Parlement, puisque c'est un texte législatif, donc de toute façon tout le débat public aura lieu au niveau du Parlement dans la foulée. Voilà, comme ça vous voyez un peu où on est. On a un petit plan en fait et on va vous le proposer, voir si vous êtes OK avec ça. Oui. On commence par les remerciements et puis un petit échange introductif. Et puis on voulait revenir sur certaines définitions du code.
et puis parler de la géothermie. Et puis on a certains éléments d'appréciation démocratique et écologique et du code. Et puis on voulait peut-être critiquer l'avis des pôles l'aménagement du territoire, environnement, énergie de la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières, le CRAEC. Et puis une conclusion et puis un débat. Très bien. Comme vous avez des questions déjà très précises, peut-être avant de venir sur les points techniques, alors si ça vous convient, peut-être prendre le moment dans les échanges introductifs pour vous expliquer l'objectif général. Je pense que ce sera utile. Très bonne idée. Au regard aussi de la déclaration du 16 mars de la Commission européenne qui vient de ouvertement assumer la relance minière, en fait, vous avez vu ça sûrement. En fait, concernant les matières stratégiques, oui, voilà, elle va se donner un règlement. Mais on voit la chose arriver assez ouvertement, en tout cas, beaucoup plus publiquement que ce n'était le cas avant. Et donc l'idée, c'est aussi, en regard de ça, comment vous vous positionnez en tant que rédacteur à ce point précis du temps, en cours de rédaction justement, avec peut-être une petite question plus précise sur comment vous, écologiste aussi, vous vous situez dans l'horizon préélectoral dans un an, avec cette mission que vous avez. Et finalement, est-ce que votre ambition, c'est plutôt d'avoir une volonté d'encadrer très 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 fortement l'entreprise minière, ou finalement d'accompagner leur arrivée avec une écologie du moindre mal, j'ai envie de dire. Voilà, voir un peu comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et avec vraiment l'échéance électorale de 2024, puisque nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore même tranché entre nous par rapport à... On sait qu'on a besoin de temps pour la mobilisation autour du sujet par les citoyens qui comprennent les enjeux. Mais par contre, on sait aussi que si par exemple de vos partenaires MR devient rédacteur la prochaine majorité, ça risque peut-être moins drôle. Donc voilà, voir un peu comment vous positionnez sur ça par rapport à aussi vos rapports de force dans la tripartite, et quelle pression vous pourriez subir et nous parler, que ce soit du secteur, soit Unicor, d'Aimé ou des gros acteurs, ou le groupe Ackermans avec Alexia Bertrand, etc., aussi, qui sont fort actifs sur les mines, enfin les exploitations minières marines. On les imagine aussi peut-être actifs là-dessus, donc voilà, pour voir si on aimerait bien sentir, de vous parler, on vient vraiment en ami, et on n'a pas du tout une volonté de vous tacler, même si on a des discours plus radical sans doute que vous, mais l'idée c'est qu'on a envie de savoir aussi sous quelle forme de partenariat on peut faire des ponts entre écologistes. Entre les législateurs et les activistes et les citoyens, parce que moi je souligne quand même que c'est un projet citoyen à la base qui est en train de se transférer au législatif. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle histoire qu'il faut pousser jusqu'au maximum. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on réagisse déjà là-dessus, peut-être, comme c'est de l'introduction? Bon, d'abord vous dire que je ne sais pas si vous connaissez mon parcours professionnel, mais donc moi je viens de l'associatif environnemental avant d'être ministre. Je n'ai jamais été sur une liste politique. Puisque je ne me suis pas présentée dans aux élections. Et donc je comprends évidemment votre démarche et vos questionnements en tant que, je vais dire, secteur associatif au sens large et citoyen actif, et les questionnements que vous pouvez vous poser par rapport à ces enjeux, qui sont des vrais enjeux, très clairement, à la fois comment est-ce qu'on aborde de façon claire, la plus transparente possible l'égard des citoyens, et en même temps sans se voiler la face, des questions qui sont des questions cruciales, notamment d'indépendance énergétique de notre région et de l'Europe en général, mais aussi de sobriété énergétique et de mode de vie, parce que finalement la base c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce type de matériaux? C'est d'abord notre mode de consommation, et donc d'abord questionner ça. Et si on le fait, on sait que on va devoir en partie, on a besoin, enfin je veux dire, je n'ai pas mon téléphone sur la table, mais je doute que aucun de vous n'ait un téléphone, sans doute aujourd'hui. Oui, c'est encore un non mais voilà, je veux dire qu'il y a tout l'enjeu de la sobriété énergétique qui est essentiel, et des matériaux, et puis il y a tout l'enjeu presque éthique de se dire, aujourd'hui, ces matériaux, où est-ce qu'ils sont extraits, dans quelles conditions, avec quels enjeux à la fois au niveau social et environnemental. Et donc, l'approche, en tout cas comme moi j'ai dans ce dossier, c'est essayer de trouver une approche qui soit la plus protectrice évidemment au niveau environnemental et social, et qui ne se voile pas la face non plus par rapport au fait de se dire qu'on est dans une approche nihiliste et on considère que tout va se faire en Afrique ou ailleurs et c'est pas grave. Donc je trouve qu'on a aussi une responsabilité au niveau politique
envie d'assumer nos modes de consommation et d'être en capacité de, par contre, cadrer le plus possible les choses s'il y a un jour ou l'autre une exploitation minière chez nous. Ça ne veut pas dire que c'est ce que nous soutenons, ça c'est un point très important. Et ça ne veut pas dire que ce que nous prévoyons dans le cadre de la réforme du sous-sol, du code du sous-sol, ce n'est pas ça qui va encourager l'exploitation minière. Ça doit être très très clair et on va vous expliquer aussi, parce que je pense que c'est un point très important, quel est le régime actuel. Et je pense que vous comprendrez peut-être mieux pourquoi est-ce qu'on met ce projet sur la table. C'est justement parce que de notre lecture, le régime actuel n'est pas du tout sécurisant. Sur le plan environnemental, il ne l'est pas du tout, parce que c'est un régime qui date du 19e siècle, qui n'est pas du tout adapté aux évolutions environnementales et sociales d'aujourd'hui. Et donc, le constat qu'on fait, c'est plutôt ça, c'est de se dire, aujourd'hui, le régime actuel de concession minière dont on va parler ne nous sécurise pas par rapport à d'éventuelles futures explorations minières, utilisation minière. Mais ce code du sous-sol n'encourage pas pour autant ces explorations, ces exploitations minières. Donc ça, je pense que c'est une nuance vraiment importante. On est plutôt dans une démarche préventive de se dire comment est-ce qu'on cadre les choses pour que demain, si on a des exploitants qui sollicitent un permis d'exploitation chez nous, et vous allez voir la proposition, vous l'avez déjà vu, qu'il y a des qualifications particulières pour ces permis, etc. Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette exploitation, si elle doit se faire, elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'est un peu la philosophie générale. Par rapport à votre question sur les élections, en fait, très honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas dans cette perspective-là. Donc nous, on travaille vraiment au niveau du ministère, donc ce n'est pas une position de parti ici que je vous présente, bien entendu, il y a un accord à la fois de gouvernement et il y a un positionnement du parti écolo qui, je pense, correspond à ce que je viens de vous partager en termes de vision de société. Mais nous, ici, on travaille vraiment au niveau du cabinet, comme ministre de l'Environnement, ministère de l'Environnement, et comment est-ce qu'on doit réformer le cadre existant, parce que justement, il n'est pas suffisamment sécurisant aujourd'hui. Donc ça, c'est le pourquoi de cette réforme. Il faut savoir que cette réforme, elle était déjà sur la table du précédent gouvernement, elle n'avait pas abouti. Donc nous, on a repris le travail sur le métier, qu'on a fait évoluer, qu'on a renforcé en matière de protection, notamment tout ce qui est fracturation hydraulique, etc., interdite. Je pense que c'était des dispositions qui n'étaient pas là sous les précédentes législatures, pour se dire, voilà, à un moment donné... Ce travail doit pouvoir avancer. Mais on est conscient aussi que ce sont des questions éminemment sensibles, parce qu'il y a tout un imaginaire aussi qui se réactive quand on parle du sous-sol, et on a l'impression que ça va être germinal ou ça va être les charbonnages, etc. Et évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on pense qu'il est essentiel, effectivement, d'avoir un travail d'information à l'égard du public pour avoir ce débat, qui est un vrai débat de société, sur, je le disais, quel est le modèle de consommation que l'on veut, et si on est sur un modèle qui va être un modèle qui va utiliser des minerais de ce type-là, comment est-ce qu'on appréhende les choses. Voilà. Mais on est bien conscient aussi, c'est pas à vous que je dois le dire, je pense sur l'impact de la communication, que ce n'est pas simple d'avoir un débat comme celui-là. Parce que on est sur des questions très techniques, très complexes. C'est pas évident pour tout le monde de comprendre de quoi il s'agit. Et puis, on a aussi beaucoup d'images mentales existantes, passées chez nous ou existantes à l'étranger, qui viennent faire qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de questionnements qui existent au niveau de la population. Donc, on doit essayer d'avoir un débat, enfin, en tout cas, on espère, le plus objectif possible et le plus honnête intellectuellement. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on est sur des sujets sensibles. Voilà. J'ai passé sur l'introduction, tu voulais ajouter quelque chose? C'est très bien. Voilà. Mais je vous laisse alors poursuivre peut-être. Moi, je voulais juste repréciser l'objectif pour nous de la réunion. Notre objectif principal, c'est clarifier et rigidifier certaines définitions avec pour fin de dessiner un avenir sans extraction minière en Wallonie et en parallèle permettre de cadrer la géothermie pour le rendre possible sans être destructrice. Parce qu'on pense que ce serait une alternative souhaitable à l'extraction.
Alors, dans les objectifs secondaires, on a obtenir une distinction entre les besoins primaires classés comme essentiels par notre gouvernement durant la crise Covid et les besoins de développement industriel non essentiels. Donc, obtenir la reconnaissance, par exemple, de la supériorité de l'intérêt général des activités répondant aux besoins primaires sur les activités répondant aux besoins culturels secondaires, donc les besoins industriels, entre autres. Ensuite, comme second objectif secondaire, on a soumettre à permis d'environnement avec étude d'incidence tout forage, privé comme public, y compris ayant pour fin la géothermie, que ce soit un système ouvert ou un système fermé, parce que dans le code actuel, c'est systématiquement renvoyé vers le décret du permis d'environnement, et le permis, et donc dans ce décret, c'est soumis au permis de classe 3, ce qui signifie que c'est juste une déclaration. Et on pense qu'il y a des gros risques et que la sécurité n'est pas assurée avec... Pour la géothermie, vous voulez dire? Oui, pour la géothermie et pour les forages destinés à l'exploration aussi. On pense que ce serait bien que tout soit soumis à un permis avec étude d'incidence. Et pas une simple déclaration, ça nous semble trop léger. Ensuite, donc c'est un sous-point de celui que je viens de présenter, dénoncer les simplifications administratives abusives. Donc voilà, faire passer de la classe 1 ou 2 à la classe 3, c'est une simplification administrative abusive dans ce cas présent, qui est finalement une conséquence d'un manque de moyens humains. Les scientifiques de la région wallonne sont unanimes. En sous-effectif, ils ne peuvent traiter toutes les demandes de permis, et c'était la raison pour laquelle ils furent contraints de faire passer de nombreux forages en classe 3. Donc simple déclaration qui remplace l'initiale classe 2. Et donc voilà, il y a aussi une petite question de moyens humains au niveau des scientifiques de la région wallonne. Un autre objectif, ce serait d'obtenir plus de transparence et d'accessibilité publique sur les procédures, notamment en rendant publiques les études d'incidence avant, évidemment, la remise d'avis et l'octroi du permis. Et donc, peut-être que tu voudrais rajouter au sujet des permis. Non, je peux accélérer maintenant. Ce sont les objectifs de permis. Je peux dire un petit truc juste pour compléter ce qui vient d'être dit, que vous sachiez, on n'est pas des experts, on n'est pas des juristes non plus, mais on commence à avoir une petite expertise et on a ciblé de nombreux, à notre point de vue, manquements et légèreté dans la manière dont... Juste une question, en fait votre analyse, elle se base sur quelle version du code? Alors la version 2, projet 2, qui date de fin 2021, et on sait que madame... Fin 2022, pardon. Celle qui est passée au gouvernement, qui a été approuvée en deuxième lecture. Mais on l'a. Ouais. Mais on sait que à peu près. Le code a été modifié entre la première et la deuxième. Donc... Grâce à la task force et à Madame Stassen notamment, il y a eu beaucoup de changements. Et d'ailleurs, c'est une de nos demandes. Est-ce qu'il y aurait moyen, à la sortie de réunion, de pouvoir avoir accès à la version la plus aboutie, en tout cas, que vous pourriez nous envoyer? Donc après, parce que j'imagine que vous allez devoir la modifier vu qu'il y a eu l'avis du Conseil d'État qui apparemment n'est pas. Là, on a en cours de le faire. Donc entre la deuxième et la troisième lecture, pour l'instant, on doit faire travailler justement. Parce qu'en fait, on a besoin de clarté par rapport à la réalité où vous en êtes, puisque nous, forcément, on s'appuie sur ce qu'on a comme document et on se rend bien compte qu'il est potentiellement obsolète sur des points. Oui, toujours est-il que, ça, je peux vous le donner maintenant, c'est finalement, ça reprendra notre analyse. Il y a des pièces jointes aussi, il y a beaucoup de choses, mais notamment des points du texte qui nous paraissent importants, qu'on a ciblés avec des idées de modification aussi. Ça, c'est dans les pièces jointes, notamment. C'est normalement bien construit, vous verrez clair. Il y a une synthèse au début à chaque fois, donc on n'est pas dans le vif du sujet dès la première page. C'est ça. Donc, voilà, non, mais c'est bravo. Déjà, merci et bravo pour le travail. Et j'en profite maintenant donc, pour vous dire aussi qu'on a une vision assez lucide de ce qu'est une mine. Donc même si elle est invisible, prétendument par galerie et ça, on est conscient des impacts et externalités, notamment grâce à l'association Sys-Text française, qui est très active en ce moment depuis 2 ans à peu près. Ce sont leurs 2 rapports qui sont ici les plus pertinents, puisque le 3e c'est sur les fonds marins, controverse minière. Là, on vous a mis les 2 rapports en complet, mais la première partie en couleur, ce sont leurs résumés des 2 rapports. Donc si vous lisez même que les 10 premières pages, c'est extra. Et en fait, voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'appuie. C'est des ingénieurs géologues miniers qui essaient de clarifier la transparence sur les réalités d'une mine. Et on ne vient pas avec vous avec une idéologie. On a vraiment des données techniques, ça on voulait que vous le sachiez aussi. Et le dernier objectif donc, pour nous de la réunion, qu'on développera après, ce serait l'instauration d'une police des conditions intégrales avec une vérification systématique des bonnes pratiques de forage. Parce que voilà, on a beau mettre en place des bonnes pratiques, s'il n'y a pas une vérification derrière, ils ne sont généralement pas respectés. Et il n'y a pas de police qui existe.
Quand vous dites police, c'est au sens contrôle. Oui. C'est ça. Et d'ailleurs, le deuxième rapport du CISTEX qui est là a traité ça, ce que sont les non responsables en réalité, et finalement qu'est-ce qui se passe, quel rapport de force se joue réellement dans le secteur minier, donc c'est assez lucide sur le peu de contrats du secteur. Ce que fait la police de l'environnement en fait. Ouais, ce serait une mission publique de contrôle. Parce que c'est plus technique. Ouais, c'est ça. Avec plus d'acteurs du coup du service public, sachant que les finances de la Wallonie sont pas au beau fixe, mais bon. Sachant que, oui, enfin peut-être juste une parenthèse là-dessus. Tout le volet contrôle, on a fortement renforcé les budgets durant cette législature, et pas uniquement les budgets, d'ailleurs tout le volet répressif. Pas pour être derrière les gens, hein, c'est pas ça, hein, je parle vraiment pour pouvoir être en capacité de contrôler aussi les législations. Parce qu'effectivement, le constat qu'on a fait en arrivant, c'est qu'on a parfois beaucoup de législations qui, sur le papier, sont tout à fait pertinentes, mais qui ne sont pas nécessairement contrôlables ou contrôlées sur le terrain parce que soit problème de priorisation dans les contrôles, soit problème de ressources humaines. Et donc, on a demandé, je ne parle pas que des minici, hein, mais on a demandé à l'administration de faire un plan de contrôle. Et donc maintenant, on a des plans avec des priorités de contrôle pour l'ensemble des matières environnementales, qui est basé sur une gestion des risques aussi. Et donc, plutôt que de dire on va faire systématiquement tels acteurs, on lie beaucoup plus la gestion des contrôles avec la gestion des plaintes, par exemple, et aussi en fonction des risques objectifs sur certains sites. On sait que les sites Céveso, par exemple, sont beaucoup plus contrôlés que les sites qui sont plus classiques, etc. Et puis au niveau du département police et contrôle, je ne sais plus combien est-ce qu'on a rajouté d'agents, mais on a, à mon avis, quasiment doublé. Oui, j'ai ça en tête. Je pense qu'on est passé... Oui, non, je vais dire des bêtises, mais je pense qu'on a quasiment doublé le nombre d'agents au niveau du département. Mais voilà, pas que sur le volet mine, et j'entends qu'ici il y a une demande plutôt de techniciens spécialisés. Voilà, on va analyser ça. Mais sachez en tout cas que cet aspect contrôle et police, il est bien intégré, en tout cas dans notre perspective générale d'action au niveau environnemental. Ce qui est bien de l'intégrer dans le code, peut-être. Oui, mais ça, à mon avis, c'est ça qu'il faut voir si ça renvoie au code de l'environnement qui lui-même prévoit. Ah ouais, ok. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. Oui. Mais on va regarder ça. Alors, moi, dans mon travail dans le bureau d'études environnementales, j'ai pu constater le tarissement et la pollution des puits des riverains des industries lourdes, dont ceux d'agriculteurs, et à leur insu. Donc, l'ancien code minier wallon permettait ce genre de dérive. Et vous êtes maintenant dans la réécriture de ce code. Et donc, on compte donc sur vous pour profiter de cette occasion rare pour rendre le code minier wallon plus transparent des conséquences environnementales pour tous les riverains, pour toute la population. Donc, tous les citoyens et vos électeurs, tous ceux qui vous font confiance, méritent au moins cette transparence environnementale. Parce qu'elle les concerne, elle nous concerne directement. Donc, le coût de la dépollution des tarissements est insurmontable pour les particuliers et détruit la vie des précieux paysans. Donc, ce que j'aimerais bien vous demander, ce serait de rendre les rapports d'incidence avec les essais de pompage et les études de ramassement de la nappe publique, et plus qu'elles se perdent dans l'administration. Et avant l'obtention d'octroi de permis, Et disponible sur un temps. Donc que ce soit juste public, que tout le monde sache. À quel moment Mais c'est public. Au préalable à l'obtention d'un permis, peu importe. D'accès à l'information environnementale, tu auras les dispositions. Toi, tu voudrais que ce soit beaucoup plus... qu'il y ait une démarche plus systématique que les rapports soient disponibles en ligne, téléchargeables, rapidement, qu'il n'y ait pas une démarche de demande d'abord d'avoir... Parce que quand tu fais une demande d'accès à l'information environnementale, ils doivent te donner l'information environnementale. C'est la loi. Okay. Oui, mais dans un délai qui... Dans un délai d'un mois. Oui, d'un mois, ou alors de Tu peux être prorogé encore un mois. Donc, tu as 2 mois en le justifiant. Un paysan ne sait pas avoir accès à ça. Vous voyez, on peut rendre plus accessible, je pense, à la population. Il faut écrire un courrier, il faut attendre au maximum. J'imagine qu'il y aura moyen de moderniser un minimum. Non, mais on entend, mais on veut juste vous expliquer ce qui existe déjà aujourd'hui, en fait. En fait, aujourd'hui, il est possible déjà d'accéder à ces documents. On a souvent des demandes. Moi, je cite souvent des courriers. J'ai souvent été face à des paysans désœuvrés, quoi. Mais après, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet aux citoyens et aux riverains en particulier d'être informés le plus possible. Ça, c'est un point très important.
allez, de nouveau, en dehors de ce dossier-ci, dans le cadre des permis d'environnement, on essaye, nous, de plus en plus de mettre ce qu'on appelle des comités d'accompagnement, c'est-à-dire des comités qui sont présidés non pas par l'exploitant, mais par la commune, qui mettent ensemble les riverains, l'exploitant, etc., et qui doivent se réunir, généralement c'est au minimum une fois par an, mais ça peut être plus que ça selon le nombre de plaintes, et qui permettent aux riverains de poser leurs questions. Et alors là, le service contrôle de la région Lyon est aussi représenté. Ça permet d'avoir plus de transparence justement sur l'exploitation. Donc voilà, mais c'est juste pour vous dire que sur la philosophie, je comprends votre demande. En pratique, je pense que souvent ils se retrouvent devant les faits accomplis. Je pense que c'est bien de les prévenir d'abord. Okay. Et peut-être peut-être envisager un droit à dire non des populations sur base de consultation que l'avis ne soit pas que consultatif, ouais, voilà. Pouvoir de contrainte potentiel. L'avis de à quel moment? Des citoyens. Des citoyens concernés, prioritairement concernés sur le territoire. Au niveau de l'enquête publique. Au niveau d'études d'incidence, etc. Le secteur minier, généralement, il laisse les citoyens dire ce qu'ils pensent, mais en fait, ça n'a aucun pouvoir de contrainte. Et comment on pourrait... C'est un des documents, c'est l'avis des citoyens, dans le cadre de la demande d'un permis. Oui. Il y a une enquête publique, tout ça. Et du coup, comment expliquer que dans le Conseil du sous-sol, il n'y ait pas de présence de la société civile qui est prévue, ni des ONG? On est sur des tiers, là, et maintenant l'administration, exploitants, intérêts divers. Et on voit ici dans notre version que... Dans intérêts divers, il y a des associations. Ouais, mais est-ce que ça ne devrait pas être spécifié? Les proportions ne sont pas... Mais en fait, ça c'est une version, la première version du... Donc il y a eu des changements à ce niveau-là. À la deuxième version, on a spécifié justement la composition donc on garde un tiers, mais on dit qui est derrière. Et c'est notamment une des choses que le Conseil du sous-sol, le Conseil d'État a critiqué, c'est qu'en disant ça ne doit pas se retrouver dans le code du sous-sol, ça doit se trouver dans l'AGB d'exécution qui spécifie comment doit fonctionner mettre en œuvre le code. Oui, ça, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais donc quand il y a un décret, il y a toujours des arrêtés d'exécution qui précisent en fait les dispositions opérationnelles de mise en œuvre d'un décret. Et donc ce qui va passer au Parlement, c'est le décret, mais il y a des arrêtés d'exécution qui sont validés au niveau du gouvernement. Alors vous allez me dire, le problème c'est que du coup, on peut changer plus vite. C'est pas faux, mais cela dit, ce sont des documents qui sont publics, puisque une fois qu'ils sont validés par le gouvernement, ils sont de toute façon publics. Mais effectivement, souvent sur des questions opérationnelles comme celle-là, la composition d'un organe ou autre, ça ne m'étonne pas que le Conseil d'État dise ça, parce que ça permet beaucoup plus de flexibilité. Et si à un moment donné, pour une raison X ou Y, on n'arrive pas à recruter X personnes au sein de ce Conseil, et que du coup, il ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas un quorum, par exemple, qui est atteint, on ne va pas repasser devant le Parlement pour changer ce genre de choses, quoi. Voilà. Mais par contre, ce qu'il faudra, là où je vais être attentif, c'est que si c'est plus dans le décret, c'est que le principe de l'équilibre des représentations soit bien dans le décret, quitte à ce que les pourcentages y soient, mais pas mais pas les noms des personnes précises. Parce que je crois que c'est ça votre point d'attention. Vous allez le voir dans toutes les critiques. Nous, ce qu'on proposait, c'est un quart. Donc un quart, y compris les représentants politiques et communaux, donc les fonctionnaires émanant de l'administration, dans lesquels alors c'est dans ce quart-là qu'on pourrait inclure les représentants politiques communaux. Et puis alors un autre quart de représentants des exploitants, un quart des représentants des intérêts divers, comprenant les membres scientifiques, et pour un quart des représentants de la société civile et les ONG. Donc c'est 4 quarts. Précision en fait, une sous-famille en fait. Alors, tant qu'on y est, on peut peut-être passer par les définitions. Max, t'as pas fini, tu l'as fini. Au niveau des représentations, je pense que la solution qui serait flexible, ce serait de mettre je ne sais pas si c'est le cas pour l'instant, une représentation minimum, tout simplement. Pas des quotas gravés dans le marbre, mais dire au moins quelqu'un qui représente chaque parti, parce que moi, ça m'arrive parfois d'être en réunion sur des projets de loi au fédéral. Je suis représentant de la société civile, et si je ne suis pas là, il n'y a personne. Okay. Donc, ce serait bien de voir on prend note en tout cas de votre demande. Ce qu'on a mis en place aussi, ça me paraît important de le dire, entre justement la deuxième lecture, c'est la mise en place d'un comité d'experts. Je ne sais pas si... Donc, un comité d'experts, lui, il est chargé justement... L'idée, c'est de pouvoir avoir des professeurs, des universitaires, vraiment des experts qui remettent un avis sur toute une série de matières, sur les conséquences des choix qui vont être faits par les décideurs futurs,
justement, si on décide d'ouvrir une mine, si on décide d'avoir une politique sur les ressources du sous-sol, c'est de pouvoir éclairer les décideurs et pour ne pas que les décideurs futurs puissent se cacher en disant on ne savait pas des conséquences. Donc ça, c'est vraiment ça l'idée de ce comité d'expertise. Donc comme ça, il y a le comité le conseil du sous-sol qui est vraiment un lieu d'échange et de débat entre les différentes parties prenantes. Et puis alors il y a les experts qu'on sort un petit peu de ce conseil du sous-sol pour changer d'éclairer sous l'œil vraiment un peu plus objectif scientifique sur les conséquences des choix qui vont. Et dans ton demande, on pensait, c'est une de notre alliance, si c'était possible d'avoir une mixité au niveau des membres scientifiques qui soient publics et privés, mixer un peu les deux, parce que comme ça tous les intérêts sont rencontrés. Mixité public-privé, oui, voilà, parce qu'au niveau de la région wallonne, les géologues par exemple, ils sont tous en faveur d'une extraction minière, alors ce ne serait pas le cas de. Donc voilà, mixité intéressant. Je continue. Tu veux sur le point technique là, tu es tourner ça en tête, il reste un gros 15 minutes. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Désolé, hein, mais de toute façon, on peut se revoir et de toute manière, vous allez venir et il y a beaucoup de matière. Donc, petite question. Alors, juste peut-être la géothermie, j'imagine que. Enfin, oui, non, si, peut-être la question, est-ce que vous n'avez pas envie de préférer d'avancer à travers ce code sur la géothermie plutôt que sur l'extraction minière? Alors, ça vaut peut-être la peine, parce que je profite de votre question, pour expliquer le régime actuel et pourquoi est-ce qu'on considère qu'on doit travailler sur l'ensemble. Le régime actuel, vous connaissez, c'est celui de la concession minière, donc, qui est extrêmement vétuste. Donc, on ne prend pas en compte en fait l'aspect environnemental, notamment les protections sur l'eau, les études d'incidence, les participations du public. Il n'y a pas de critères qui permettent aussi de départager des projets. C'est le premier arrivé qui est servi. Il n'y a pas de perspective sur les générations futures qui auront peut-être besoin aussi de ressources du sous-sol. Donc, elle donne des droits disproportionnés aussi par rapport à ceux qui ont des concessions minières, puisqu'elles sont attribuées à vie et elles sont séllables à la descendance. Et donc, il y a encore des personnes qui détiennent, des sociétés qui détiennent ces concessions minières. Ouais. Et est-ce que vous pensez que qui que ce soit, politicien ou entreprise, oserait aujourd'hui appliquer le code du 19e siècle? Est-ce que, vous voyez, en termes de... Est-ce que c'est applicable légalement? Voilà, juridiquement, ça l'est, ok. Ah oui, c'est ça notre problème. Non, parce que là, on pourrait attaquer. S'il y a une demande par rapport à la législation actuelle, on pourrait l'attaquer parce qu'on pourrait servir du code de l'environnement. C'est pour ça qu'il y a le moratoire de M. Antonio, du coup. Parce que le moratoire dit que tant qu'il n'y a pas le s'il y avait une demande, elle pourrait être attaquable parce qu'il y a d'autres trucs actualisés qui ne sont pas cohérents avec le code du 19e siècle. Mais avec nous, on ne compare pas par rapport au code du 19e siècle, on compare, et c'est certain qu'il y a eu une évolution hyper positive par rapport à la mouture du précédent gouvernement. Et donc, voilà, il y a certains points qu'on avait envie de remettre avec vous. On veut dire, on ne part pas d'une page blanche, c'est pas comme s'il n'y avait pas de réglementation. Ah, clairement. Voilà, donc, oui. Ici, on a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a une fenêtre d'opportunité avant la fin de cette législature de mettre un cadre sécurisé sur les demandes éventuelles qui nous parviendraient. C'est ça vraiment notre objectif, c'est pouvoir encadrer les demandes et pouvoir les sécuriser d'un point de vue environnemental. Parce que cette fenêtre d'opportunité, elle va peut-être se refermer, on ne sait pas qui va gouverner à la prochaine législature, et peut-être qu'ils auront exactement des objectifs différents. Donc il faut, tant qu'on a cette fenêtre, il faut l'utiliser. Et alors, je comprends, toutes vos idées sont très intéressantes aussi, et vos propositions, on va les étudier bien sûr, mais il faut savoir qu'on est en 3e lecture. On a à peu près, donc ça veut dire qu'on va arriver à la 3e lecture, puis il y aura un passage au Parlement probablement cet automne, et que d'une lecture à l'autre, si on fait des changements assez importants de fond, il faut repasser au niveau de l'avis du Conseil d'État, qui prend de plus en plus de temps pour remettre des avis, parce qu'il y a de plus en plus de décrets qui lui est soumis à la lecture. Donc en fait, cette fenêtre d'opportunité l'occupe à se réduire. Pour être clair, si on ne passe pas le code avant cet été, eh bien, je pense que ce sera loupé pour cette législature. Au niveau du gouvernement. Après, il y a encore toujours la possibilité, évidemment, d'aménager les choses au niveau du Parlement.
Mais effectivement, comme tu le dis, si imaginons que le Parlement dise on fait un changement du tout, il est logique que le Conseil d'État redemande d'être consulté. Voilà. Donc, on ne dit pas ça pour dire qu'on ne peut rien changer, parce qu'on va regarder vraiment vos propositions, et je pense que dans ce que vous nous dites, il y a des choses qui me semblent intéressantes et qui ne me paraissent pas contraires à la philosophie générale du projet. Mais ici, c'est vrai que on fait un travail à la fois de réformer le code et en même temps de retirer des concessions minières. Parce que si on continue à les laisser, elles continuent à être appliquées sur base de l'ancien régime, qui en fait n'est pas du tout protecteur au niveau études d'incidence, au niveau participation du public, au niveau type de méthode géologique, etc. Et comme tu dis aussi, première arrivée, premier service, c'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, il n'y a pas de possibilité de choisir le meilleur projet si jamais il y avait plusieurs projets, etc. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que nous on considère qu'il y a une certaine urgence à cadrer, même si j'entends, et c'est pour ça que j'ai commencé par ça notre discussion, nous on ne veut pas pousser ça, on veut juste, parce que voilà, on voit comme vous les choses qui bougent, et notamment vous l'avez évoqué, le cadre européen, donc nous on veut juste être prêts, si jamais on a des demandes, à avoir un cadre légal qui puisse nous permettre de refuser des projets qui soient néfastes au niveau environnemental. Si je peux encore dire un petit ajout, la première lecture, on l'a fait en juillet 2001. Et la deuxième lecture, 2021, pardon. On a fait la deuxième lecture en décembre 2022. Donc on a mis presque un an et demi pour pouvoir passer entre la première et la lecture. C'est en fait la phase de concertation. Donc on a malheureusement, on a eu les inondations en juillet 2021 qui a fait que l'Union des villes et communes et les communes n'ont pas pu, elles avaient autre chose à faire à ce moment-là, nous remettre leur avis. Donc on a leur demande, on a élargi le temps de concertation. C'est pour ça qu'on a aussi intégré les avis que les communes de l'Est avaient et on a intégré également d'autres avis. On a essayé d'enrichir le texte au mieux avec les différentes propositions qu'on a. Mais maintenant, avec la deuxième version du texte, ce que je veux dire, c'est que si on modifie encore des choses de base, on doit repasser par le Conseil d'État. C'est là qu'il faut qu'on voit, tu vois, ce qui est considéré comme des choses de base ou pas. Oui. Voilà, si on est sur de la composition de... Bon, j'entends qu'il y a des remarques du Conseil d'État là-dessus, ou sur des questions de transparence, d'enquête publique et tout. Voilà, je pense que, tu vois, c'est ça qu'il faudra qu'on voit si on est dans l'ordre des choses qui ne remettent pas en question l'orientation générale et donc qui justifieraient de nouveau de repasser au Conseil d'État ou pas. La question, c'est aussi, est-ce qu'un an ou deux, c'est même suffisant pour écrire un tel texte qui va définir l'avenir pour des dizaines d'années, sachant que les entreprises ont besoin d'un nouveau texte justement pour déposer les permis. Et donc du coup, quel pouvoir vous avez, vous, de ralentir le temps? Imaginons, je sais pas, c'est une question... Non, justement, je veux savoir ça, c'est un moratoire, si vous déposez un moratoire pour prolonger encore un temps de rédaction, je sais pas, une prochaine majorité, elle fait ce qu'elle veut avec le moratoire, elle peut le mettre à la poubelle si elle veut, ou il y a une contrainte d'un gouvernement à l'autre, ça se passe comment? La réglementation, ici, l'administration a commencé à travailler sur un projet de code en 2015. Ouais. Il a été présenté au cabinet Di Antonio à la législature précédente, qui a été jusqu'à l'étape du Parlement. Une fois que ça n'a pas été accepté au niveau du Parlement, et puis sous la législature actuelle. Et on était juste avant les élections. Juste avant les élections, on a recommencé le texte de base, parce que notamment il y avait les partenaires socialistes par exemple qui n'étaient pas présents, qui avaient été exclus du gouvernement à la fin de la législature, et donc il y avait nous aussi, donc on découvrait le texte, on ne pouvait pas dire que c'était la continuité de le texte. Pour être clair, il a recommencé le processus à zéro. D'ailleurs, on a refait une lecture, deux lectures, trois lectures, alors que si on avait continué le même texte que celui de Carlo Di Antonio, il y avait déjà eu 3 validations au niveau du gouvernement. Et donc c'est vrai qu'il y a eu ce travail de... Pour être clair, si y a une nouvelle législature, la législature suivante, voilà, on pourrait recasser tout ce qu'il y a dans le texte et repartir avec un texte beaucoup plus laxiste si on n'était pas... Avec la connue des résultats des élections. Mais donc, de ce que je comprends de votre point de vue, c'est... Vous vous dites, tiens, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de code, et donc il y a un moratoire. C'est ça votre lecture, si je comprends bien? C'est le cas. Il y a le moratoire de M. Di Antonio, vous le respectez, du coup, c'est ça. Ça nous préserve, en fait. C'est le moratoire qui empêchait qu'un permis soit déposé tant que le code minier n'était pas finalisé. C'est ce moratoire-là qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui.
Je vais me renseigner sur le moratoire et les dispositifs. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Moi, j'étais pas au courant de ça. Ah bon? C'est marrant que d'un grand à l'autre, je crois que c'était des choses qui se transmettaient. Okay. Quand un cabinet prend fin, je sais pas. Je crois que vous-même vous l'appliquez. Mais bon, de facto, il n'y en a pas eu. Donc voilà, dans les faits, il est respecté. Mais je veux dire, je n'étais pas. C'est pour ça que je me tourne vers Sébastien. Je n'étais pas au courant qu'il y avait ce moratoire. Mais donc. Suite à l'action de la task force, en fait. Ah oui, d'accord. C'est senti un peu forcé à ne pas aller plus loin. Mais bien entendu, il y en a quand même rien dit aucun avis, ni celui de l'Union des villes et communes de Wallonie. Il faisait passer sans tenir compte d'aucun avis. Il n'y a pas une ligne qui avait été modifiée. Il a quand même fait le moratoire. Ouais. Mais donc, de ce que je comprends, votre logique, ce serait de dire, il y a un moratoire, donc en fait, il vaut mieux ne pas réformer le code. Mais là, on n'est pas du tout d'accord. Non, c'est pas ça que vous dites. On a plusieurs visions au sein du collectif. Et c'est pour ça qu'on est ici. Pour moi, c'est pour ça que je suis là. J'aimerais bien que ça avance au plus vite et j'aimerais bien qu'il y ait certaines modifications. Donc vous voulez que le code il avance, oui, mais certains ne veulent pas, c'est ça? L'autre, c'est nous on est conscients de notre côté qu'on a besoin vraiment de temps pour que la société civile comprenne les enjeux. C'est du temps dont on a besoin en fait pour simplement qu'il y ait une démocratisation, comme on dit, de la question minière, parce que c'est des enjeux que les gens ne comprennent pas, ils partent de zéro. Ça, on est d'accord. Et donc la question, c'est comment on fait pour gagner ce temps pour justement avoir une maturité citoyenne sur ces questions-là. Soit on prend des mandats de 6 ans au lieu de 4 ans, ce qui serait génial. Mais bon, ça je ne peux pas travailler. Quoi ça, 6 ans? Prolonger un peu, parce qu'en 4 ans de mandat, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent avancer. Il faudrait... Enfin, bon, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. N'abandonnons pas le système politique. Mais oui, parce que... Mais voilà, là, on arrive à la fin. Parce que là, on a passé de 4 minutes. La même et du coup, juste pour dire, la deuxième vision, ce serait de penser, en effet, que miser quelque part sur le fait qu'aucun politique ni aucune entreprise minière ne va oser, parce qu'ils ont besoin de l'acceptabilité sociale des populations, ils ont besoin d'un nouveau code minier pour se rendre acceptable. Et donc, ils savent que le projet de relance sera inapplicable sur base d'une vieille législation, parce qu'il va y avoir une levée de bouclier telle que ça ne pourrait pas passer. Et à titre personnel, j'espère même un petit réveil écologiste plus justement plus engagé dans un scénario pareil. Ça réveillerait un peu beaucoup de monde. Mais oui, c'est ça. Donc vous faites le pari. En fait, c'est deux lectures. Il y a une lecture plus juridique, qui est de dire, c'est vrai que c'est l'approche qu'on a prise jusqu'ici, qui est de dire, on doit sécuriser au niveau juridique pour cadrer, parce que le cadre est totalement obsolète. Et effectivement, là, on est plutôt dans un timing politique relativement serré, clairement. Et il y a une lecture qui est un peu le coup de poker que vous proposez plutôt au niveau politique, de dire, on va parier sur le fait que c'est tellement sensible qu'aucun politique ne va prendre le risque. Et les entreprises en ont besoin. Les entreprises ont besoin d'un nouveau code minier. Ça, c'est vraiment dans le milieu minier, secteur minier, le discours de l'Europe, c'est vraiment pour rendre acceptable le retour des mines chez nous. Ah oui, donc, c'est ça en fait. Ça qui nous fait peur, c'est genre jusqu'à quel point on fait le jeu finalement de cette industrie qui veut se reverdir et avoir une image plus acceptable. Sinon, même s'il reste 2 minutes, je vais juste appuyer sur... il y a aussi le volet géothermie qui a besoin aussi du code. Oui, et ça, il faut absolument qu'on y revienne, mais du coup, ça, peut-être que vous allez lire. Mais dans l'article 1er, vous faites mention de la primauté de la ressource eau, et c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment définie, mais bon, ça, vous le lirez parce qu'on n'a pas le temps. Et du coup, je voulais vous proposer de faire, au même titre qu'il y a eu une reconnaissance de la primauté de l'eau, faire prévaloir dans la définition de l'intérêt général, donc c'est l'article juste après, la primauté des activités essentielles, donc de l'agriculture, par exemple des zones Natura 2000 qui sont d'intérêt général, sur l'intérêt général qui est l'extraction des ressources minières. Parce que donc, dans le code de l'article D2, on peut lire que leur exploitation est d'intérêt général. Et donc, on pourrait compléter ça en mettant que c'est un intérêt général qui est subordonné à l'intérêt général des zones Natura 2000 et de l'agriculture. Parce que ça, finalement, l'activité doit être oui, je comprends. l'activité. La logique du sol. Et c'est vrai que par rapport à la primauté de l'eau, on pense aussi que on gagnerait à définir un petit peu comment on comprend la primauté de l'eau pour ne pas que ça soit mal interprété. Et, il manque 2 minutes, il y a plein de choses à dire. Oui, mais allez, voilà, on se voit une première fois ici et rien n'empêche de se revoir. Et par rapport à la primauté de l'eau, on vous a remis dans les annexes un petit travail sur la gratuité de l'eau, parce qu'on croit aussi qu'il faudrait la primauté de l'eau, mais oui, mais à quelle fin? Je crois que la fin est quelque chose qu'il faut absolument définir. Par exemple, dans la géothermie, dans les définitions, la géothermie profonde, donc vous avez séparé la géothermie peu profonde et la géothermie profonde par la profondeur qui est de 500 mètres.
Et on demandait comment cette profondeur fut-elle déterminée. En Wallonie, les profondeurs ne dépassent généralement pas les 150 mètres avec les sondes. Une limite à 200 mètres pour la géothermie plus profonde serait plus judicieuse. En effet, en Allemagne, certains effondrements furent récemment recensés dus à la géothermie. Afin d'assurer la sécurité des citoyens, il serait bon de limiter la profondeur. Et puis, donc, toujours par rapport à la géothermie, le point est nouveau par rapport au projet de code de la précédente majorité et traduit certainement une volonté, enfin, on espère, d'exploiter la géothermie, mais à quelle fin? Et donc, le Geothermal Panel of European Technology Platform propose de classer les types de géothermie en fonction du type d'usage. Donc, c'est pas anodin qu'on a envie de le classer, non pas par la profondeur, mais par le type d'usage. Et donc, ce dernier a donc toute son importance. Enfin, nos stress, je veux dire, on va prendre le temps de regarder votre analyse et vous avez fait un travail considérable. Donc, enfin, voilà, on va évidemment regarder ça avec attention et voir ce qu'on peut intégrer d'ores et déjà maintenant. Voilà. Et ce que je propose peut-être, c'est que toi tu puisses regarder le document, les différents documents, et qu'on puisse éventuellement reprendre une date pour en discuter, parce que peut-être que ça va créer des questions, etc. Et comme ça, voilà, n'hésitez pas. Dans le document, vous le trouverez, il y a une pétition qu'on a lancée en fait il y a un mois. On a un peu moins de 600 signatures. On espère en avoir 1000 pour vous rencontrer pour un espèce de truc symbole, mais voilà, ça tourne. Notre mission d'éducation populaire autour de ces enjeux continue, donc voilà, vous en verrez avec les commentaires des gens qui l'ont déjà écrit. Comme ça permet de valoriser ça. Et aussi, vous trouverez 22 questions qu'on a envoyées, en fait, vous avez peut-être entendu parler de ça, aux parlementaires, à tous les parlementaires, dans l'espoir qu'ils s'en emparent. On se rend compte qu'ils ne vont pas s'en emparer, mais donc on vous les a mis aussi, et ce qu'on vous demande, c'est voir si vous pourriez nous faire, mais vous avez le temps, évidemment, ça ne presse pas, mais en votre nom, mais aussi au nom du Parti écologiste, du coup, des réponses. Qu'est-ce que vous répondriez à nos 22 questions qu'on espérerait voir posées par des parlementaires, mais ça ne se passera peut-être pas parce que voilà. Je ne sais pas si ça ne se passera pas ou si, enfin je ne vais pas répondre à leur place, mais ou si simplement ils savent que de toute façon le dossier va venir au Parlement et que c'est peut-être dans ce cadre-là que les débats vont se faire. Enfin, je pense qu'un parlementaire à qui vous proposez des questions, il ne dit jamais non, si ça lui permet d'embêter la ministre, surtout s'il est dans l'opposition, il va le faire. On n'a pas envoyé ni au MR ni au CDH, que vous le sachiez. Donc on a ciblé PS, PTB et Écolo. On a ciblé personne d'autre. Donc on n'a justement pas voulu leur donner ces armes contre vous. Que vous sachiez, on est dans cette démarche-là aussi. On parle entre écologistes. Très bien. Mais donc voilà, je propose qu'on avance comme ça et qu'on puisse refaire le point peut-être quand on aura eu l'occasion. Oui, voilà. Je merci pour votre travail parce qu'on voit que vous avez approfondi, c'est le cas de merci de nous avoir reçus. Le dossier. C'est vraiment fabuleux. Voilà. Petit cadeau. Petite lecture de table de nuit pour comprendre d'où nous parlons. On n'a jamais assez dit. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vraiment, excellent. Excellent Bruno.